L'échiquier international, soyez les bienvenus. Le Sahara occidental n'est pas le Maroc. Nous prenons également l'occasion d'exprimer nos chaleureuses salutations à tous ceux qui se battent pour leur libération et leurs droits humains, y compris les peuples de Palestine et du Sahara occidental, des mots qui revêtent d'une brûlante actualité, des mots signés un certain Nelson Mandela à la tribune de l'ONU en 1990. Il dira également que nous ne serons pas totalement libres tant que la Palestine et le Sahara occidental ne recouvriront pas la liberté. L'actualité brûlante en Palestine nous renvoie évidemment à une occupation non loin de nos frontières, celle du peuple sahraoui. Comment ne pas y voir une certaine résonance entre les deux combats pour la justice et le respect du droit international, le combat pour la Palestine et des Sahraouis? Certaines grandes puissances occidentales, loin d'être imperméables aux murmures sonnantes et trébuchantes du Merzen, font des écarts à la justice onusienne. Dans cette région, on tentera d'en savoir plus, peu importe. Selon Ibrahim Rali, le président de la République sahraoui, la lutte se poursuivra jusqu'à la liberté totale. Thématique de l'échiquier international du jour, début des échanges dans une poignée de secondes. La lutte se poursuivra, vaille que vaille, contre l'occupant marocain, et ce jusqu'à la liberté totale. C'est en tout cas ce qui ressort des dernières déclarations de Ibrahim Rali, président de la République arabe sahraoui, lors d'une conférence de presse en marge du festival du film dans la wilaya d'Assourad, dans les camps de réfugiés sahraouis. Justement, où en est la lutte du peuple sahraoui? Pour en parler, il vaut mieux le faire avec un connaisseur et un défenseur du droit du peuple sahraoui. Saïd Ayachi, bonsoir, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est le khir. C'est le khir. Alors, Ibrahim Rali parle, je le disais dès l'entame, Ibrahim Rali parle d'une lutte qui se poursuivra, y compris la lutte armée. C'était lors du dernier festival du cinéma dans la wilaya d'Assourad. Comment vous avez perçu les déclarations du dernier président de la République sahraoui? Ibrahim Rali est un de ceux qui sait de quoi il parle. Ibrahim Rali avait à peu près 20 ans, le 20 mai 1973, lorsque l'une des premières unités combattantes du Front Polisario, qui était née 10 jours avant seulement, le 10 mai 1973, donc cette unité combattante a attaqué donc un bataillon des forces armées espagnoles à Al-Khanga et a remporté une éclatante victoire. C'était déjà prémonitoire. Et donc, c'est un combattant de la première heure, premier secrétaire général du Front Polisario d'ailleurs, du vivant du shahid Seyid El-Wali. Et donc, cette déclaration d'Ibrahim Rali n'est que l'expression de la détermination du peuple sahraoui à recouvrer sa dignité, sa liberté et son indépendance. Alors, il dit autre chose. Il dit on ne peut pas évoquer le combat des Palestiniens et omettre celui des Sahraouis. Alors, je vous pose la question directement. Est-ce que comparaison est raison quand on met sur le même piédestal la politique du Merzen et celle de l'entité sioniste? Ici, j'allais dire que la comparaison est mathématique. Vous avez utilisé un terme tout à l'heure, je le comprends ainsi, la résonance entre les deux conflits, la résonance au sens de la science physique. Évidemment. C'est-à-dire qu'il y a, les diplomates diraient, une similitude complète entre les deux dossiers. Vous savez, ça va dans beaucoup de dimensions des deux dossiers. Vous avez évidemment d'abord une violation caractérisée du droit international en Palestine, il en est de même au Sahara occidental. Et les deux conflits ne souffrent aucune contestation quant au droit international, ce qui est reconnu d'ailleurs par les organisations des Nations Unies et pour l'unité africaine en ce qui concerne le Sahara occidental. Tout simplement, la Palestine aussi, qui est membre observateur de l'Union africaine. Le droit international est très clair dans les deux questions. Il y a un État palestinien qui doit exister en Palestine. Il y a un référendum d'autodétermination organisé au bénéfice du peuple sahraoui. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça va, les violations quotidiennes et barbares au Sahara occidental par l'armée marocaine d'occupation, c'était déjà
pratiquement depuis 1948, mais on assiste à cette tragédie génocidaire qui se déroule à Gaza en ce moment. Mais bien avant, vous savez que, par exemple, la stratégie d'émiettement des terres palestiniennes pour en faire des confettis de telle sorte qu'il ne peut pas y avoir physiquement un État palestinien, c'est les colons qui avancent en Cisjordanie et les colons armés, s'il vous plaît, par l'armée israélienne, qui elle-même se tient derrière les colons et ces colons même qui, lorsque les familles palestiniennes refusent de quitter leur domicile, les font exploser à la dynamite et tuer aussi si nécessaire. Et alors, vous avez un mur en Cisjordanie, vous avez un mur au Sahara occidental, vous avez les deux seuls États au monde qui n'appliquent pas les résolutions du Conseil de sécurité, une bonne centaine pour l'État sioniste, si ce n'est plus, 66 exactement pour le régime marocain d'occupation. Donc vous voyez que la similitude ne s'arrête pas là. Et les deux États au monde qui jouissent de l'impunité des grands, de certaines puissances qui ont droit de veto au Conseil de sécurité, c'est les deux seuls États qui ne sont pas soumis à l'obligation du respect des résolutions des Nations Unies. Voilà, Saïd Ayachi, vous faites le parallèle, et le parallèle se tient. Donc, effectivement, on peut comparer donc, le Marzan et l'entité sioniste. Alors, justement, pour poursuivre notre échange, je vous propose d'écouter le président Ibrahim Rali, et puis on revient juste après pour poursuivre notre discussion. Nous sommes actuellement en situation de guerre. Nous poursuivrons notre lutte, quoi qu'il en soit les contraintes. Nous continuerons notre lutte et nous ne serons pas dupes pour la seconde fois. Alors nous continuerons à négocier, à combattre jusqu'à ce que notre peuple réalise ses objectifs de recouvrir sa liberté et son indépendance, et que sa liberté de libre choix ainsi que les frontières de la République arabe sahraoui et démocratique, le membre fondateur de l'Union africaine, soient respectées. Alors, on l'avait dit, il y a justement une résonance, comme l'expliquait Saïd Ayachi, entre la politique accaparement des ressources du Marzan et également la politique génocidaire de l'entité sioniste. Et il y a une question aussi qui intéresse beaucoup des ONG, la question des mines. Il y aurait 7 millions de mines de fabrication sioniste et française qui pullulent au sein du territoire sahraoui et malheureusement des mines qui font beaucoup de victimes, mais on n'en parle pas beaucoup. Beaucoup d'experts, vous savez que le mur de la honte qui sépare le Sahara occidental en deux territoires, long de 2700 km, beaucoup d'experts parlent de 10 millions de mines. 10 millions. Qui sont plantées dans le sable de ce mur. Et évidemment, c'est fait pour tuer. C'est une opération criminelle de telle sorte que on a vu des victimes, j'allais dire épisodiquement, qui sont les victimes de cette tragédie plantée par le régime marocain d'occupation. Et puis, par là même, ce qu'a fait le Front Polisario et l'Armée de libération sahraoui, ils ont ramassé ce qu'ils ont pu comme mine avec certains experts qui ont été formés dans des pays amis et qu'ils ont fait exploser pour pouvoir prouver au monde que les Sahraouis n'utilisent pas les mines contre qui que ce soit. Et cela s'est fait dans le cadre des recommandations du traité d'Ottawa contre les mines antipersonnelles. Alors Ibrahim Rali parle ouvertement de lutte armée, on ne le dit pas peut-être suffisamment, mais il y a une guerre, c'est une guerre entre le Front du Polisario et le régime marocain. Par exemple, il y a 4 jours, il y a une attaque ou une offensive d'un quartier contre un quartier du Marzan dans la région de Bakari, au sud du Sahara occidental, avec des missiles de moyenne portée. Des vidéos ont montré des soldats marocains blessés, voire même décédés, transportés vers l'hôpital de Dakhla. Alors, on ne le dit pas assez, comme je le disais. D'abord, il est bon de rappeler que... il y a une vraie confrontation. Lorsque l'armée marocaine et Hassan II avaient organisé cette marche de la honte en 1975,
Et donc, principe de l'action, de la réaction, les Sahraouis donc, se sont élevés dans cette occupation. Il y a eu des gens qui ont fui, qui sont les actuels réfugiés sahraouis dans la région Tidouf, qui ont été bombardés avec du napalm et le phosphore blanc par des avions français, des Jaguars français, du temps du Giscard d'Estaing. C'est bien de le rappeler. L'histoire doit le rappeler à chaque fois que la France était complice de cette tragédie que vit le peuple sahraoui. Et donc, l'armée sahraoui s'est organisée, ce sont des guerriers redoutables, les Sahraouis, et pendant une bonne dizaine d'années, elle a taillé des croupières à l'armée marocaine. Elle a remporté des batailles magistrales contre l'armée marocaine, à telle enseigne que c'est le Maroc qui a demandé le cessez-le-feu. Parce que, tout simplement, d'ailleurs, on se rappelle aussi cette lettre de Hassan II qu'il a écrite à feu le président Boumediene pour lui dire bon, fais-moi la guerre, ne la fais pas autrement. Parce qu'il recevait des raclées mémorables, Hassan II, l'armée, en tout cas son armée. Et donc le Maroc a demandé le cessez-le-feu parce que militairement, il était quasiment battu. Et les Sahraouis qui ne faisaient pas la guerre pour le plaisir de la guerre ont accepté à la seule condition qu'on leur organise ce que leur accorde le droit, un référendum de détermination qui permettra aussi au peuple sahraoui de choisir librement son destin. C'est ça, toute l'histoire est là. Et donc, le cessez-le-feu, parce que tout simplement la MINURSO, comme vous le savez, qui est chargée d'organiser le référendum et aussi de veiller au respect du cessez-le-feu, elle n'a fait ni l'un ni l'autre. Oui. Et donc, a entrepris ces étapes d'identification des votants pour après organiser le référendum. Hassan II a mis un terme en 1997. Et par conséquent, entre-temps, les Sahraouis donc observaient le cessez-le-feu, le respectaient, puis après des manœuvres, etc. Et ils en sont arrivés à la violation par l'armée marocaine le 13 novembre 2020 du cessez-le-feu, qui a fait que le combat maintenant a repris. Il y a des engagements armés entre l'armée de libération du peuple sahraoui et l'armée marocaine d'occupation, comme il y a des engagements en Palestine entre l'armée sioniste et la résistance palestinienne. Voilà, ça c'est pour les férus d'histoire signé Saïd Ayachi qui nous offre un des chapitres de cette histoire justement de la lutte du peuple sahraoui. Je me tourne vers vous, chers téléspectateurs. Il faut savoir que les Nations Unies on appelle toujours à une solution pacifique dans cette région. Cependant, le conflit continue et les Sahraouis, peut-être un mot justement sur ce peuple, hein, peut-être pour les plus jeunes qui nous regardent. C'est un peuple qui a une identité culturelle, linguistique, traditionnelle, une langue surtout, le hassania, je crois, et l'administration coloniale, quand je dis coloniale, car le mot, je crois, qui est pesé, parce qu'il y a une visée de, comment on va dire ça, d'assimilisation, mais c'est un euphémisme. En fait, il y a une réelle volonté de destruction d'un patrimoine sahraoui. Bien sûr. D'ailleurs, à telle enseigne que, je commencerai par là, à telle enseigne que les régimes marocains ne parlent pas de peuple sahraoui, parlent de population. Alors que le peuple sahraoui est cité dans tous les documents officiels de l'Organisation des Nations Unies, comme évidemment celle de l'Union africaine. Il est reconnu en tant que peuple. Pour parler du peuple sahraoui, c'est un peuple authentique. C'est un peuple qui a été, l'authenticité de ce peuple a été vérifiée par d'éminents anthropologues et sociologues. Vous l'avez dit vous-même, qui a une langue propre, la hassania, qu'il partage aussi avec d'autres populations subsahariennes et sahariennes. Et évidemment, il a une longue trajectoire historique, les Morabitoun, qui d'ailleurs par la suite ont été, et qui a, j'allais dire, ses us et coutumes propres au peuple sahraoui. Savez-vous que le peuple sahraoui, dans la société sahraoui, la femme joue un rôle central. Et c'est le seul peuple dans toute la région où la femme est consacrée comme étant le pivot de la société. C'est ainsi que, par exemple, dans l'organisation qu'ils ont en ce moment dans les camps des réfugiés sahraouis, il y a des administrations qui sont gérées par des femmes uniquement, de la plus haute responsable jusqu'à la dernière des une forme de matriarcat. Des responsables sahraouis. Oui, c'est dire que c'est un peuple donc, qui a les us et coutumes, qui a sa façon de célébrer, de sa façon même du point de vue de l'islam, c'est l'islam, j'allais dire, des Lumières, comme l'a appelé Malik Shbel. C'est un islam très, très soft,
je ne veux pas dire ici libertin, non. Bien sûr, bien sûr. Un islam de croyance, authentique. Un islam de grande foi spirituelle dans la doctrine musulmane. Alors, qui dit conflit, Saïd Ayachi dit accaparement des ressources. Le territoire sahraoui est riche en ressources. On parle de phosphate, de pétrole, de gaz, qui ont fait d'ailleurs, c'est un enjeu économique pour la politique d'occupation du Maroc. Et bien entendu, le peuple sahraoui ne bénéficie pas de l'exploitation de ces ressources. D'ailleurs, il n'en jouit même pas. Ce qui fait que le peuple marocain est réellement un peuple colonisateur, un peuple prédateur même, un pays prédateur. Depuis la nuit des temps, hein, l'occupation d'un pays ou d'un territoire, ou la conquête d'un territoire ou d'un pays, ou la colonisation, nous l'avons vécu, nous, dans notre chair, d'un pays ou d'une population, c'est fait pour la terre et ses ressources qu'elle contient. Et donc, vous voyez encore là aussi, il y a une similitude avec le cas palestinien. Hein. En Palestine aussi, c'est la terre. Et ici, c'est la terre également au Sahara occidental et ce qu'elle contient, bien entendu, comme là-bas d'ailleurs. Les colons israéliens ne vont pas chercher des escargots, ils vont surtout, j'allais dire, des ressources. Enfin, essayer de spolier les ressources des Palestiniens. Mais pour revenir au cas sahraoui, il est clair que, d'ailleurs, nous attendons le jugement de la Cour de justice de l'Union européenne en juin ou en été au plus tard, le dernier qui sera définitif, laquelle Cour de justice de l'Union européenne a reconnu le bien fondé de la plainte du Front Polisario, en ce sens que le Maroc n'a pas droit d'avoir des accords avec l'Union européenne pour commercialiser des ressources agricoles ou autres. Il y a le TIC, entre autres, parce que les côtes sahraouies sont parmi les côtes les plus poissonneuses du monde, avec celles de la Mauritanie. Et donc, le régime marocain d'occupation exploite sans vergogne les richesses sahraouies, le phosphate de Boukhara, entre autres. Bien entendu, les ressources halieutiques, j'en parlais un instant, mais aussi des ressources agricoles qu'ils commercialisent en Europe sur l'étiquette Product of Morocco, produit du Maroc. Et il y a aussi, dit-on, des ressources gazières offshore. C'est ainsi qu'il y a eu le Maroc a donné 3 ou 4 permis d'exploration à des sociétés qui par la suite, sous la pression internationale, je crois qu'il n'en reste qu'une seule. C'est vous dire que, bien sûr, qu'il le fait pour la terre et pour ce qu'elle contient. Et donc, c'est un régime prédateur, colonisateur, d'occupation. Ce jugement qu'on attend de la Cour de justice européenne doit absolument rendre justice au peuple sahraoui. Déjà, dans les premiers jugements qui ont existé, le verdict est très clair. Le peuple sahraoui doit être consulté sur l'exploitation de ses richesses, ce qui n'est pas du tout le cas. Et les accords commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne, en ce qui concerne les ressources du Sahara occidental, sont illégaux et contrecarrent complètement la légalité internationale. Saïd Ayachi, mais quand on écoute à travers les médias les analystes marocains, de temps en temps on les écoute, ils nous disent, pour avoir un peu leur point de vue, parce que c'est bien d'avoir ils nous disent, nous, le Sahara occidental, on est attaché au Sahara occidental parce que pour nous, c'est une raison existentielle. Est-ce que vous pensez que sans le Sahara occidental, la monarchie marocaine pourrait peut-être s'affaiblir durablement, voire complètement sortir de l'histoire aux termes? Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui observez la situation depuis pas mal d'années? Je pense que c'est une conséquence de ce qu'a vécu Hassan II dans les années 70. Il y a eu d'abord 2 coups d'État, en 1970 et 1971. L'attaque de Skhairat, du palais royal de Skhairat, et l'affaire du Boeing, où des opposants à Hassan II donc, ont voulu culbuter la monarchie. Hassan II a eu cette réaction d'inventer, parce que je le rappelle aussi, il faudra que les auditeurs, les téléspectateurs le savent, il y a Hassan II en premier, mais beaucoup d'autres responsables marocains ont tous déclaré, nous avons leur déclaration à la date et le lieu où ils reconnaissent l'autodétermination pour le peuple sahraoui.
Et bien entendu, quand il y a eu ces deux coups d'État, Hassan II a trouvé cette idée de rassembler, de faire de la conquête du Sahara occidental une cause nationale autour de laquelle il a réussi à agréger tous les partis politiques. Vous ne trouverez pas de parti politique qui a le courage de dire que c'est un territoire qui ne nous appartient pas. Et ils reviennent à l'ancienne lubie de Allel el-Fassi, le Grand Maroc, qui doit dépasser les frontières, etc. Et vous connaissez la rengaine. Et la conséquence de cela, c'est que Hassan II a réalisé une union sacrée autour de ce dossier, et vous trouvez tout le personnel politique marocain qui disent que le Sahara est marocain. Et évidemment, cela est à l'encontre de la vérité historique et de la vérité politique, puisque aucune carte dans le monde ne porte le Sahara occidental comme faisant partie du Maroc. Quand je vous parlais du jugement de la Cour de justice de l'Union européenne, elle le dit clairement dans son énoncé, même si ce n'était pas l'objectif, qu'il n'y a aucun lien entre le Sahara occidental et le territoire du Maroc. Et bien entendu, c'est le dernier en date, parce que ce qu'il y a comme preuve irréfragable de cette situation, c'est l'Union africaine d'abord, qui accueille la République arabe sahraoui démocratique et le Maroc comme étant deux États distincts, mais aussi, bien entendu, les reconnaissances qu'il y a eu de la République arabe sahraoui. Nous sommes à peu près à 80 pays qui reconnaissent la République arabe sahraoui démocratique. Et bien entendu, l'avis consultatif de la Cour internationale de justice en 1976 et beaucoup d'autres choses. Alors, Saïd Ayachi, le président de la République arabe sahraoui, a évoqué la complicité de certaines puissances européennes, comme l'Espagne. Il ne comprend pas, par exemple, enfin, en tout cas, il se pose la question à voix haute du changement d'attitude de l'Espagne. Alors, il dit il sous-entend qu'il y a ouvertement une opération de chantage du Maroc à l'endroit de Madrid. Il parle également de la complicité de la France. Bruno Le Maire était au Maroc vers les derniers jours d'avril, où il a parlé de la réalisation d'une œuvre électrique entre le Maroc et le Sahara occidental. On le voit, certaines puissances, quand même, sont en train de se ranger derrière. Alors, vous avez bien entendu, d'abord l'Espagne, historiquement puissance administrante du Maroc, puisque c'était la colonisation. Et donc l'Espagne qui avait, malgré sa responsabilité historique, parce qu'elle aurait dû donner son indépendance aux Sahraouis en application de la Charte des Nations Unies en matière de décolonisation, mais l'Espagne avait tout au moins une position équilibrée dans le dossier en disant c'est l'ONU qui s'occupe du dossier et par conséquent on laissera le processus politique mené par l'ONU aller à son terme, c'est-à-dire organiser le référendum. Donc à la limite c'était acceptable. Ce qui n'est plus, c'est depuis mai 2022 où Pedro Sanchez, dans cette lettre maudite qu'il a écrite à Mohamed VI, et que Mohamed VI s'est fait fort de publier, où il reconnaît que la thèse marocaine en faveur de l'autonomie était acceptable et réaliste. Et cela ne s'est jamais dit par l'Espagne auparavant. Ce qui fait que Pedro Sanchez, non seulement a changé la position de l'Espagne, ce qui déséquilibre la politique régionale, d'où la réaction d'Algérie, mais plus encore, il a fait dresser contre lui 80% du peuple espagnol, la classe politique espagnole dans sa quasi-totalité, et même à l'intérieur du Parti socialiste espagnol, dont il est le chef, il y a donc des gens qui s'opposent à cette position. Comment vous expliquez ce revirement, justement ? Tout simplement parce que le régime marocain est spécialiste et expert en matière de chantage, de pression et de menaces. Pégasus, vous parlez de l'affaire de Pégasus ? Pas seulement. D'abord, avant Pégasus et le Maroco-Gate qui a eu lieu au sein du Parlement européen, une véritable machine de guerre installée par le Marzen à l'intérieur du Parlement européen. Mais il y a eu d'abord trois leviers de chantage du Maroc, l'immigration clandestine, la drogue et le terrorisme. Il en a usé et abusé pendant une quinzaine d'années.
Et maintenant, avec son complice sioniste, maintenant il a utilisé Pegasus, il a écouté de très hautes personnalités européennes, mais aussi il a donc il a traité Sanchez et la femme de Sanchez, sur lesquels les Marocains possèdent beaucoup de documents dont il fait chanter Sanchez. Et donc, Sanchez, maintenant, a les pieds liés. Il a même pensé à démissionner il y a quelques jours. Alors, voilà, tout est dit, ou presque. Hein. Le sujet, malheureusement, est inépuisable. Il faudrait plusieurs heures pour l'exploiter et l'explorer comme il faudrait. Peut-être on fera d'autres rendez-vous pour l'échiquier international pour en parler plus en profondeur. On arrive malheureusement à la fin de notre échange. Saïd Ayachi, toujours passionnant de discuter avec vous. J'espère que nos téléspectateurs ont été intéressés par le sujet, apprécieront. En tout cas, vous avez été très précis comme à chaque fois. Je vous dis à bientôt. Alors quant à nous, on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.